I know how it feel to wake up, fucked up. Pockets broke as hell, another rock to sell. People look at you like you's the user, selling drugs to all the losers, mad. Non, Welcome tu to sais the très bien que c'est pas vrai. Show. Regardez qui j'ai en face de moi, la pointe du consulting français, du MMA français. Mika, bah, vous le connaissez, hein. Vétéran UFC, j'en passe. M1, Bama. Mama, j'aime bien quand tu me sauces comme ça. Je sais que t'aimes bien Mika. Et attends, à moi de te saucer. Et AB, que vous connaissez, Non, qui a je affronté, connais, tu vas dire le qui a péché. affronté les plus gros pêcheurs alcooliques sur Terre. AB, qui va faire son premier vrai gros test au mois de septembre, tous derrière AB. Team Bullocks. Et Ouais, ça serait pas super bien que tous les trois soient aux commentaires de la reste, franchement. bah oui, on va essayer de faire de lancer une propagande. Qu'est-ce que t'en penses, Sam? Je finis la présentation de Sam. Monsieur Fren Savagerie, grâce à lui, on a Et moi, les moi meilleures analyses. je fais bien de la une roue en cross. C'est déjà pas mal. Champion du Bama en cross, en 4,50, c'est vrai. Bah, c'est déjà pas mal. Il fait le 1, mais voilà, monsieur Fren Savagerie, que vous connaissez pour ses très bonnes analyses et ses traductions. Merci pour les travaux. Merci bien. Merci, alors, ça me fait plaisir. On se retrouve aujourd'hui pas pour parler de l'actualité du MMA français, mais pour parler de l'UFC London qui aura lieu ce week-end pour main event Curtis Blade vs Thomas Pinal, un combat qui hype beaucoup Mika, puisque Gann vs Tuivasa. Mais avant ça, on va retourner dans les prélims et on va. Bah, Sam, je vais te laisser la parole. Hein. Si tu as un combat, te hype. Oui. Le futur champion des flyweight, Mohamed Mokaev, 4 fois champion du monde, IMAF, 7-0 en pro, invaincu en 30 combats si on compte les combats 33 amateurs. combats, 0 je crois. Hein. Je crois qu'il a, il a une trentaine de combats et 0 défaites. Il est arrivé à l'UFC, il a fait une dinguerie. Il a drop le mec, ensuite guillotine derrière. Voilà, futur champion des lightweight, pour moi un gros client. Il a fait une belle performance pour sa première sortie à l'UFC là. Bah, c'était à l'UFC London en plus. Ouais, 21 ans. Et donc il est encore dans les temps pour battre le record de John Jones, plus jeune champion de l'histoire de l'UFC. Ouais. Donc voilà, à suivre dans les prélims. C'est un tueur et puis ça va raviver la catégorie des flyweight parce que bon voilà, on a trop vu Figgy et Brandon Moreno. Donc voilà, je pense qu'il va aller vite au titre et je pense qu'il est intéressant, il a des skills, il a vraiment des gros skills, il est complet et il est tout jeune. Donc enfin voilà, à suivre. Et en plus, hormis on regarde le côté sportif, technique et tout, bon, je trouve qu'il est pas mal aussi sur la com, il est beaucoup suivi. Hein. Je pense qu'il a une centaine de milliers d'abonnés sur Instagram et donc je pense que ça aussi ça va pas mal lui servir et en plus je vois qu'il est beaucoup aussi dans le trash talk. Donc je pense que l'UFC vont garder gentiment sous leurs ailes. Il y a moyen de monter du drama avec lui parce que il est sur le sol anglais, il a des origines russes. Ouais. Il parle un peu mal d'Ali Abdelaziz. Je m'en souviens parce que j'avais fait une traduction de lui où il disait qu'en gros Ali Abdelaziz, le manager de Islam Makhachev, entre autres Gaethje et anciennement Khabib, lui courait après quoi en gros. Ouais. Et ça m'a un petit peu comme étonné son franc-parler hein, quand même. Ouais, ça m'avait étonné aussi, ouais. Mais ouais, comme tu dis, c'est un mec qui va savoir se vendre et ça va faire du bien à la KT, je pense. Ouais. Ça va faire du bien. Et c'est là aussi qu'on voit que le Brave, il a produit des gros champions quand même, l'air de rien. Quand tu vois Kutatelad, Shimaev et lui, tu te dis qu'en fait, au Brave, il y avait quand même un putain de niveau. Ouais. Et d'ailleurs, si je me trompe pas, je pense que Shimaev et lui, ils sont managés par la même boîte. Je suis pas sûr. Mais il me semble que c'est le même manager. Ah, ça, je ne sais pas. Le manager de Khamzat, c'est Majdi, non? Je sais pas, mais tu sais, lui, comment dire, Mokaev, après, je sais pas, parce qu'il évolue sur. Enfin, c'est un anglais, mais il fait pas partie de la même boîte de management que Sola? Mais non, Sola, il est avec. C'est Resilience Management, Axel Sola? Non, mais vous êtes fous, quoi. Il est avec. Enfin, peut-être il est avec Résilience, mais il est avec, comment ça s'appelle? La team de celui qui avait la ceinture, là, à 70, là, comment il s'appelait? Celui qui a pris la ceinture à Amin Fierce, d'ailleurs. Il est dans une boîte de management, j'ai oublié Mika, ce n'est pas Amin Fierce pour la énième fois. Ouais, tu parles de Ahmed Amir.
Ouais, et bah David lui, là, Pierce. il est dans une boîte de management et en fait, c'est la boîte de management qui travaille avec le Brave, c'est l'écurie du Prince, je crois. Ok. Ah, bah, ça doit être le KHK, peut-être, un truc comme ça. Voilà, Ah c'est oui, ça. ça c'est au Bahreïn. Et bah Sola, il est là-bas. Il est avec Ok. eux. C'est au Ok, Bahreïn. ok. Ouais, en fait, eux, ils ont une espèce de grosse structure où leurs athlètes, ils s'entraînent là-bas et tout, je crois. Et, KHK MMA, Ah, ouais. ok. mais Donc attends, Mokaev, il mais s'entraîne pas là-bas. Je pensais qu'il était est pas là-bas, avec, Mokaev et Shimaev. il est pas avec Aldric Cassata, alors? Non, mais ça n'a rien à voir. Il s'entraîne avec lui, mais tu vois bien tout le temps, il monte des fois au All-Star et tout, souvent. Ah, je sais pas, je le suis pas sur les réseaux. Ok, donc ne perdons pas le fil conducteur. Donc Mohamed Mokaev qui fait son deuxième combat à l'UFC et qui a l'air d'être prometteur pour la catégorie. Mika, toi, un autre combat qui te hype, mis à part le main event et The Paddy Pimblett? Non, pour répondre sur lui, très solide. Vraiment, je le trouve hyper fort. Après, comme je te dis, sur un combat qui me hype, forcément, on parlera d'Aspinal contre Blades, donc je ne vais pas en parler. Pimblet et Levitt, c'est aussi une obligation, donc je ne vais pas le sélectionner. Donc je vais dire Paul Gregg contre Volkan Ozdemir, parce qu'on peut dire que l'esprit un peu francophone, il parle français, on parle français, donc c'est un voisin. Et Volkan, qui pour moi, c'est un bon match-up pour lui, Paul Gregg. Je pense qu'il a toutes les armes pour le connecter. Je pense qu'il est au-dessus de lui en boxe, ça, il n'y a pas de souci. Il ne faudra pas qu'il s'attarde au sol parce que l'autre, c'est un vieux roublard. Quand on voit ce qu'il a fait à Krylov alors qu'il perdait le combat, en fait, il arrive toujours à s'en sortir sur le dos et c'est même pas. En fait, il fait même pas ressentir que les autres sont en danger. Et d'un coup, comme ça, tu vois, il sort sa jambe, il prend un triangle, Ouais. tu sais même pas comment il fait. Et on le sait, Volkan, le souci, c'est que plus les minutes vont s'effiler et plus ça va jouer contre lui. Il a un problème de gestion, je trouve. C'est même pas une gestion, c'est même pas un déficit de cardio, hein, c'est vraiment un problème de gestion d'énergie. C'est-à-dire qu'il est capable de tout donner sur 2 minutes parce que c'est quelqu'un qui aborde ses combats toujours avec l'envie de finaliser. Donc c'est bien pour le spectacle, c'est bien pour le show. Mais le problème, c'est que quand ça passe pas après, il se met en difficulté. Donc, en tout cas, c'est un combat que j'ai envie de voir. Je pense que ça sent la poudre. Je vois Volkan s'imposer au deuxième par KO TKO. Ouais, non, je te rejoins un peu là-dessus, surtout que Paul Gregg, malgré son sol très dangereux, il n'a pas, je pense, la lutte pour inquiéter Volkan. Parce que le Volkan, voilà, c'est pas quelqu'un que tu peux amener facilement au sol. Après, comme tu as dit, même s'il le connecte bien, je pense qu'il faudra pas qu'il fasse, entre guillemets, cette erreur-là de le suivre pour le finir en ground and pound. S'il y a ce scénario-là, parce que comme tu as dit, Paul Gregg, il capitalise sur la moindre erreur que tu peux faire, même lorsqu'il est en danger. Donc j'espère en tout cas qu'il remontera la pente avec Volkan Ozdemir et c'est plus le cœur qui va parler. Donc je dirais. Après, ça va, il est sur quoi? 2 défaites? Ouais, et puis il faut voir contre qui il a perdu, en fait. Non, Ouais. bien sûr. Tu vois, à chaque fois, tu vois, c'est franchement, les blasts contre qui il a perdu, Daniel Cormier. Bon, c'était un bourbier. Hein. Ce qu'ils lui ont fait, c'était un traquenard à l'époque. Il n'y avait personne dans la KT. Ils l'ont envoyé un peu au casse-pipe, selon moi. Mais il est parti à la ceinture. D'ailleurs, c'était presque en même temps que Francis Ngannou, je me souviens. C'était le même soir, non? Non, peut-être, t'as raison. C'était le même soir que Ngannou. Ok, t'as raison, c'était le même soir. Exactement, le même soir, je viens de voir. Ensuite, il perd contre Anthony Smith, qui était sur une grosse série de victoires. Dominique Reyes, qui, pareil, était sur, quand même, quand tu vois la performance de Dominique Reyes, c'était face à John Jones. C'était un truc de dingue, quand même. Pour moi, il gagnait le combat, d'ailleurs. Pour moi, il gagnait le combat. Ensuite, tu vois, il a perdu contre le champion actuel, le Tchèque. Et ensuite, il perd contre Ankalev. Ankalev, c'est l'un des plus dangereux de la KT actuellement. C'est celui qui va probablement avoir le titre s'il gagne son prochain combat. Donc, c'est là où tu dis qu'il n'a pas quand même gagné depuis 2019, tu vois. Non, mais qui a pris un triangle par Paul Craig en plus, il me semble. Ah, peut-être, t'as raison qu'il avait perdu son premier combat, je crois, à l'UFC. Mais carrément, je crois que c'était même sur une erreur alors qu'il dominait un combat, je crois, Ankalaev. Ouais, il est resté trop longtemps dans la garde, il a pris un triangle. Ouais. Mais c'est pareil pour Krylov, hein. Je vous invite à re-regarder le combat, vous allez dire, ah ouais. Je me rappelle, c'était à l'UFC London, non? Il était en train de le tuer, Krylov. Ouais, c'est ça, c'était à l'UFC London. Ouais, si, je me rappelle, ouais. Et Ankalaev, il perd son premier combat à l'UFC. Bon, derrière, il fait 8 victoires consécutives, quoi. Ça fait penser à Makachev qui s'est bien vengé. Ouais.
Mais Paul Craig, il faut faire attention parce que même au catch control, c'est un mec qui saute la garde, il prend la garde fermée. C'est un fou, hein. Il va tout faire pour l'avoir. Il l'avait fait avec Jamal Hill. Il avait pété il a explosé le bras. Et en plus, c'est un TKO. Hein. Jamal, il n'a pas tapé. Hein. Ouais, c'est ça. C'est un truc de fou. Ouais. Donc, après, moi aussi, je suis hypé. Ouais. Pour être honnête, je trouve pas une lutte de ouf, moi. En fait, je le trouve limité, Paul Craig. Après, il est fort, hein. Il est pas là où il en est pour rien. Il est efficace. Mais pour moi, en tout cas, je le vois vraiment pas comme un champion. Tu vois vraiment que je le vois impossible pour lui d'aller gagner le titre, alors que je pense qu'un Volkan, s'il se prépare et qu'il met de l'intelligence dans son jeu, eh ben, je pense qu'il pourrait, parce qu'en fait, il a quelque chose que les autres n'ont pas forcément, c'est cette capacité à éteindre le combat. Il a la foudre dans les mains et je pense que ces gens-là, ils font peur. Même si des fois, ils sont un peu inférieurs techniquement, tu restes toujours plus méfiant d'un mec qui a la foudre dans les mains qu'un mec, tu sais que sur le dos, il est dangereux, quoi. C'est pas pareil. Le Volkan, il a drop le champion actuel, hein, et il l'a bien drop, hein, Jiri. Donc, faut pas oublier ça. Hein. Et en fait, il a drop presque tous ses adversaires, Volkan Ozdemir. Ce qui lui manque, comme tu disais, c'est de se poser plus dans son combat, de voir sur plusieurs rounds, plus de technico-tactique. Là, apparemment, il a fait tout son camp au All-Star Gym. Il aurait recadré son style, développé sa palette technique. Donc, Volkan, j'ai l'impression que c'est un boxeur qui est capable de faire de la lutte et qui est capable de faire du jiu-jitsu. J'ai l'impression qu'il n'avait pas ce package complet encore. Et je pense qu'il a encore, il peut évoluer. En tout cas, j'espère que ce week-end, il va nous montrer son évolution. Pour le côté évolution, je trouve que c'est une bonne chose d'être parti au All-Star. Pour le côté sol, etc., lutte, etc. Mais pour le côté intelligence de combat, franchement, je suis pas sûr que ce soit la meilleure team. Mais en plus, moi, ce qui me rassure pas, c'est que je crois pas que c'est pas la première fois qu'il change de, qui va faire son, j'ai plus les noms des clubs en tête. De camp, ouais. Ouais, tu vois, donc je me dis, est-ce que ça va être bénéfique pour lui? Surtout qu'en fait, là, je pense que la solution, elle est simple, c'est de garder le combat debout. Et on sait qu'il sait le faire, ça, tu vois. Donc, à voir si il y a notre beauté. Il n'y a pas beaucoup de 93 kilos. Lui, il est suisse, hein, il vit en Suisse. Donc, je pense que c'est hyper compliqué de se préparer quand tu es top 5 mondial en 93 kilos. C'est compliqué de trouver des sparring. Donc, c'est ce qui justifie le fait qu'il se prépare souvent à l'extérieur. Enfin, c'est l'impression que j'ai, moi aussi. Bon, enfin, bref. Ok. À toi, AB. AB, toujours des petits frères, des petites sœurs dans le coin. T'en as pas marre? C'est la bagarre chez toi, AB. Franchement, abonnez-vous, mettez des j'aime parce qu'AB, il faut qu'il loue un appart là. Bah ouais. Même pas, AB. C'est quand tu repars en lune de miel. T'étais beaucoup plus dans le calme quand t'étais en lune de miel. Arrête tes mensonges et tes balivernes. T'as dit quoi? Arrête tes mensonges et tes balivernes. Bon, restons concentrés sur la carte de l'UFC London. Non, moi, s'il y a un combat qui me hype, mis à part le main event, il y a le retour d'Alexander Gustafsson chez les light heavyweights. Il avait fait une montée chez les poids lourds. Il avait perdu contre Fabrice Werdum. Là, il est de retour. Ça ne me hype pas vraiment, mais bon, ça reste quand même Gustafsson contre Nikita Krylov. Franchement, que dire de ce combat, mis à part que je pense que Nikita Krylov va lui rouler dessus. Ah ouais? Moi, je suis pas du tout d'accord. En fait, non, je pense vraiment que le manque d'inactivité, va jouer sur sa performance. Et surtout que lorsque je voyais ces derniers posts, je crois qu'il y avait une vidéo qui est sortie là justement sur son commentaire. Je trouve qu'il a vraiment pris du poids ces dernières années. J'arrivais plus à le trouver aussi performant et productif lors de ses combats, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à le voir briller ce week-end. Et surtout que voilà. En plus, à un moment donné, il avait annoncé d'aller à la retraite. Ensuite, il revient en disant qu'il change de catégorie. Ensuite, là, après 2 ans d'inactivité, il revient chez les light heavyweight. J'ai l'impression, avec le respect que je lui dois, qu'il ne sait plus trop où il en est au niveau de sa carrière, tu vois. Non, ouais, non, en fait, après, je comprends ce que tu dis. Et il y a un autre côté où peut-être, tu vois, il avait. Des fois, tu n'as plus l'envie. Quand tu n'as plus l'envie, c'est dur de combattre. Et si, admettons, à l'entraînement, je sais pas, en plus, c'est des gens qui ont les moyens, quoi. C'est des gens qui ont les moyens de prendre soin d'eux.
Ça veut dire qu'à un moment donné, eux, ils combattent pas parce qu'ils ont besoin d'argent, ils combattent parce qu'ils ont envie de combattre. Et l'air de rien, Gustafsson, c'est quand même un blaze. Hein. C'est pas pour rien qu'on le revoit sur l'UFC à Londres parce que ça a été quand même le meilleur Européen avant Conor. Hein. Tout le monde ne jurait que par Gustafsson pendant longtemps. Hein. Ça a été pour moi le meilleur Européen et pendant longtemps à l'UFC. Et en tout cas, je pense que il a toutes les armes pour battre Krylov. Ouais, parce que tu le vois, hein, Krylov, l'erreur qu'il a fait contre Paul Craig fait que on a beau me dire, je sais pas, hein, je sais pas comment justifier cette erreur, à part que il a pas été vigilant ou qu'il lui manque quelque chose pour se concentrer. Et c'est vrai que Krylov, l'erreur qu'il fait avec Paul Craig, peut-être sur quelqu'un d'autre, ce serait pas assez. C'est vrai que Paul Craig, il capitalise tellement sur ces petites erreurs, tu vois. Ouais, mais Gustafsson, c'est pas n'importe qui. Après, oui, on a l'inconnu, et tu as raison, il y a une inconnue qui fait qu'il n'a pas combattu en MMA depuis 2020. Donc ça va faire 2 ans là, tout juste presque 2 ans face à Verdum, mais il a quand même eu 2 annulations de combat, donc on peut penser aussi que il s'était préparé un peu. Franchement, annulation de combat. Il devait affronter Paul Craig, ça a été annulé en 2021, et là je viens de voir Ben Rothwell. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ce combat qui devait se faire chez les Paul. Donc tu vois, ça se trouve il est prêt, hein, le type. Je pense que Khamzat, il le galvanise, je pense. Je pense aussi que ça joue. Ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps qu'ils sont en train de les deux. Je pense qu'il y a un truc quand même. Là. Il fait partie de. Ça fait partie après, moi, je pense que si, je pense que moi, ce qu'il avait mis une claque, c'était l'époque où tout le monde crie au vol lorsqu'il affronte John Jones en 2013. Après, lorsqu'il fait le combat retour, il perd le combat, et à ce moment-là, j'ai l'impression que sa carrière, ça lui a mis un petit peu un coup, parce que je pense que ce qui le motivait, c'était aussi le fait de se dire qu'il avait peut-être pour lui, selon lui, battu John Jones. Donc voilà, après, il a eu une autre chance pour le titre face à Cormier. Et j'ai l'impression qu'à partir de ce moment-là, c'était un petit peu un gatekeeper, et lorsque tu t'échoues 2 fois face pour la ceinture, maintenant 3 fois, parce qu'il a fait 2013, il a fait il l'a fait 3 fois, exactement. Après, pour moi, il a toujours été un peu irrégulier. Par exemple, sa plus grosse contre-performance, pour moi, c'était contre Johnson. Anthony Johnson, c'était une performance. Et contre Verdum. Franchement, on peut me dire ce qu'on veut, mais le combat contre Verdum, c'est vrai qu'il était pour moi un combat à ne pas perdre. Verdum, tu vois, pour moi, Verdum, c'est face à Oleinik. C'est vraiment des anciens qu'on met ensemble. Donc là, ça me surprend qu'ils viennent rechercher Krylov, parce que Krylov, il fait carrément pas partie des combats anciens, tu vois. C'est pas un ancien. C'est un gars qui est encore frais, exactement, et qui a des choses à faire. Et donc, c'est pour ça que je suis assez étonné et que ça m'intéresse de voir où il en est. Après, tu vois, je trouve qu'il y a des combattantes, notamment Miesha Tate, même si elle a perdu son dernier combat et tout, je trouve qu'elle en veut encore, quoi. Quand elle combat, l'air de rien, elle est toujours présente, quoi. C'est des combattants, ils ont tellement fait partie du top mondial qu'en fait, ils peuvent pas combattre en dehors du top 5. Tu vois, c'est comme Cerudo, comme Cormier qui parle de son retour, là. C'est des mecs qui ne se voient pas affronter un 8e, 9e, 10e mondial. Ils reviennent, il faut qu'ils prennent un mec frais. Quoi. Après, Cormier, il sent qu'il y a un coup à faire en moins de 93. Un peu comme GSP avec Bisping. Il a senti que quand même Texera, en fait, il y a un gros problème de sol dans la KT des moins de 93. Hein. Dans la KT des 93, un mec qui est fort au sol avec une bonne lutte, il peut vraiment faire quelque chose. Même Ousmane, même si c'est en trash talking qu'il le dit, il dit que il se verrait bien monter dans la KT, genre ou Covington. Mais il est sérieux. Mais il est sérieux. Ouais, j'y crois pas trop. 2 KT, ça me paraît beaucoup. Il est sérieux. Et en plus, mais de toute façon, si Adesanya perd son titre contre Pereira, on verra Ousmane juste au-dessus en 84. Au-dessus de sa KT. Ouais, ça c'est sûr. Ça, je veux bien le croire. Ouais. Enfin, bref. Bon, en tout cas, voilà. Moi, en tout cas, pour ce combat, je vois Gustafsson s'imposer. Deuxième round, soumission. Gustafsson, Mika. Comment on appelle ça, là ceux qui n'arrivent pas à dire les mots. C'est de la dyslexie. Oui. Tu vois, faut qu'il aille à l'orthophoniste. Donc, tu te moques, vous vous moquez de mon handicap, bravo. Okay. J'appelle la Fédération française des dyslexiques à porter plainte contre AB et Sam. Non, Mika, t'abuses, je te jure, t'abuses. À chaque épisode, il se trompe. Amine Fierce, c'est pas du sort.
Si, d'Instagram, tu sais très bien. Maintenant, maintenant, j'ai mis l'association sur vos côtes. On va voir quand ils vont venir vous toquer chez vous avec un avocat, si vous allez rigoler. Vous allez voir. On va bégayer là. Ah ouais. Moi, j'ai eu l'association des femmes des sports de combat qui sont venues toquer à ma porte pour dire pourquoi vous frappez Laetitia Blo. J'ai les preuves à l'appui. J'ai les preuves à l'appui. Quand tu l'as slamé et tout à l'entraînement, là. Ah, il est sans cœur, ce mec. Bon, passons. Juste après le combat de. Attends, juste avant de passer les combats, mais on ne fait pas l'analyse des combats, mais il y a 3 autres combattants à suivre sur la carte. C'est Amir Khani, souvent irrégulier, mais c'est une beauté de le voir combattre. Nathaniel Wood, j'ai hâte de voir son retour aussi. Et un combattant que j'aime bien, mais pareil, qui a un parcours en dents de scie à l'UFC, c'est Marc Diakiz. Voilà, ces 3 combattants vraiment, et Nicolas Dalby. Bon, franchement, ça va être une magnifique carte. Je pense qu'ils méritent d'être cités, ces gars-là. Et donc, regardez la carte depuis la prélim, vous ne serez pas déçus, à mon avis. Ça va être vraiment un bel UFC. Elle va commencer à 17h, 18h. Je ne sais pas du tout. Parce que des fois, ils mettent les main events pour que ça colle un peu avec les heures, le fuseau horaire américain. La dernière fois, c'était à l'heure française. Non, ça a commencé à 20h. Ça a commencé à 20h. Bah, en tout cas, la prélim, elle va commencer à 17h, 18h. Et la main card, elle commence à 21h. Ouais, c'est ça. Parfait. Comme ça, on sera connecté, on pourra faire le débrief même à minuit et demi, AB. On le fait dans la foulée, le débrief. Ok. Sam, tu pourras nous faire l'honneur de le faire avec nous quand même. Bah oui, écoute, avec grand plaisir. Mickaël, on voit ta clé 8 droite, Mickaël. Non, arrête, toi. Tu sais ce qu'il m'a dit, AB? AB m'a dit on invite Sam, on prend ses followers, après on ne l'invite plus jamais. Et après il me dit quoi? Il me dit et quand on a pété, je t'abandonne, je pars avec la sueur, rien à foutre de toi. Ah ouais. C'est une bonne stratégie. Il est intenable, Mika. Ah ouais. Mika, par contre, tu seras pas contre. Demain, je suis sûr, la sueur, il appelle, il se barre direct. Mais n'importe quoi. Il a déjà tenté le coup avec un autre média à la frappe. D'ailleurs. Mais t'abuses. D'ailleurs, c'est en stand-by, c'est pas arrêté. Et la sueur en sueur, c'est moi la première fois, tu te souviens quand je disais la sueur en sueur? Après. Et en fait, ça existait déjà, ouais. Du coup, j'ai arrêté de le dire. Donc, poursuivons. Le retour de Paddy Pimblett face à Jordan Leavitt. Tu connais bien son adversaire, Sam? Bah non, je le connais bien. Enfin, j'ai vu tous ses combats à l'UFC. Je sais, il s'entraîne au Syndicate MMA, où il y a beaucoup de grappleurs, des gros grappleurs, des vrais grappleurs qui font des super fights dans des grosses orgas de grappling. C'est un gros club de Jiu-Jitsu. Et pour le coup, je pense que ça peut être l'upset de la soirée et que Paddy peut se prendre un étranglement arrière parce que moi j'ai vu Paddy. Paddy, il a dit je vais l'étaler, je vais l'ouvrir. Il va rien faire ni debout ni au sol. Je suis meilleur que lui partout. Il l'a traité de clochard plusieurs fois. Bon, bah c'est du Paddy. Là, il est transcendé. Quand il a les joues creuses, c'est pas le même, tu vois. Après, je comprends. Jordan Leavitt, lui, de son côté, il a dit je vais le battre 2 fois. Je vais le battre une fois. Il va dire qu'il a raté que c'est un problème de poids et qu'il a mal coupé le poids et du coup je le re-affronterai, je le rebattrai une 2e fois. Et Jordan Leavitt dit que clairement qu'il va l'étrangler et ensuite il va twerker. Donc, parce que Jordan Leavitt, c'est ce qu'il fait. Il est très controversé parce qu'il twerk à la fin des combats. Enfin bref, ça c'est son délire. Mais je pense que ça peut être l'un des upsets de la soirée, surtout que la star de la soirée, et Paddy lui-même le dit, Paddy dit que je respecte Aspinall, c'est un super combattant, mais en gros, la majorité des gens viennent pour moi. Et c'est vrai qu'on ne peut pas lui enlever. C'est un gros showman. Et il va remplir une partie de la salle. Ouais. Et je pense que ça peut être un énorme upset. Et Leavitt, ça va être dur pour lui de rentrer jusqu'à l'aéroport s'il endort Paddy, parce que je ne vois pas Paddy taper non plus. Donc, ce que je disais, je monopolise un peu la parole, mais ce que je disais hier, on en parlait déjà hier, ce que je disais hier, c'est que Leavitt, il ne va pas échanger debout, il ne va pas faire la bagarre, parce que Paddy, c'est un brawler, c'est un bagarreur. Et en plus, devant son public, il faut oublier le Paddy stratégique qui va installer un game plan. Mais Leavitt, il fait que de shooter en lutte, il s'acharne là-dessus, il shoot sur son single, et il fait que ça jusqu'à qu'il arrive à t'emmener dans son monde, le grappling. Il a des formes de corps, il a une façon de se déplacer. Bon, c'est le roi des singes, son surnom, et ça se voit. Et franchement, faut se méfier, faut pas que Paddy fasse une erreur. Il faut vraiment se méfier parce que il a vraiment, pour le coup, il a un vrai bon sol. Il a un vrai sol. Enfin, voilà.
Non, c'est ça. Avant d'avoir écouté ton analyse, je pensais que ce match-up-là, il était un petit peu aussi pour. Je pense qu'ils veulent voir Paddy claquer un gros KO, tu sais, même pour derrière faire de la communication, vu que c'est à London, peut-être vraiment pour transcender le public et encore plus hyper Paddy après Mais ce que je comprends combat. pas, c'est que à l'UFC Londres, il a fait un carton le dernier. D'ailleurs, il était incroyable. Ouais, il était incroyable, ouais. Pourquoi les soumissions qu'il y a eu, ouais, c'était incroyable. Pourquoi tu mets un Jordan Levitt devant lui si tu veux un gros KO? Mets un striker qui va pas te faire chier à chuter dans les jambes et un striker moins bon. Fin de l'histoire, quoi. En fait, quand tu regardes bien Vendramini, le premier combat qu'il fait, Paddy, il se fait bien toucher debout. Deuxième combat, je sais plus, je crois qu'ils sont emmenés au sol. Il se fait garder en cage contrôle jusqu'à qu'il renverse. Ouais. Comment ça s'est passé. Et donc, après, voilà, je sais pas, ça n'est que mon avis, mais je pense qu'il voulait peut-être pas prendre le risque de lui mettre un gros striker parce que tu sais, le fait qu'il brûle parfois, Paddy, il se fait beaucoup toucher. Tu sais, que lorsqu'il s'engage avec le menton à la fenêtre. Stylistiquement, je comprends ce que tu dis, mais stylistiquement, le Paddy, c'est pas un mec qui a des grosses positions de grappling et qui installe un gros grand impact. C'est un mec qui a un grappling assez atypique, tu sais, style Ten Planet. Ouais, mais très agressif. Voilà, il est très offensif ses soumissions, comme Jordan Levitt en fait. Et en fait, déjà debout, je sais pas s'il va réussir à le mettre KO parce que Jordan Levitt, je t'ai dit, il va esquiver un maximum le pied-point. Et est-ce qu'il va réussir à le bloquer? Parce que le bloquer Levitt au sol, c'est compliqué. C'est très dur de le bloquer. Le bloquer au sol pour le TKO, ça va être compliqué. Donc, moi, je serais impressionné que Paddy l'étrangle, en fait, le soumette à la limite. Mais pour moi, stylistiquement, il est dangereux cet adversaire. En plus, il est sur une grosse série de victoires, si je dis pas de bêtises. Bon, je crois qu'il a 2 victoires à l'UFC là. Il est sur 2 victoires. Il a 3 victoires à l'UFC et une défaite. Ouais, et il avait gagné aussi le Dana White Contender. Ah oui, il est solide. Le truc, c'est que, en fait, là, ce qui est intéressant et ce qui est marrant de l'UFC, c'est que Paddy Pimblett, on le sait, c'est la pépite, parce que c'est de l'oseille en barre. Mais tu vois, l'autre, ils ont misé sur lui, l'UFC aussi. Ils ont misé sur lui parce que les adversaires qui lui ont mis jusqu'à maintenant, c'est quand même pas des foudres de guerre. Levitt, il s'impose, on le voit, c'est à la décision. C'est pour ça que je pense qu'il n'arrivera pas à finaliser Pimblett et que je pense que de toute manière, dans le combat, on se dirige plus vers une décision qu'autre chose. Par rapport à son dernier combat, tu parles parce qu'il n'a pas réussi à finir son dernier adversaire. C'est ça, ouais. Et il a vraiment joué le coup du jiu-jitsu. Pour le coup, l'autre, il est vraiment rentré dans le jeu du grappling pour absolument pas se faire soumettre, quoi. Si tu regardes le combat. Tu sais, je suis d'accord avec toi, parce que je pense la même chose que toi. C'est Pimblett face à Sorenbach ou face à Narimani là, au Cage Warrior, il était en difficulté, il a survécu quand même le Pimblett. Hein. Je me souviens aussi contre Teddy Violet, il s'était pris un knack. Franchement, il a pas plus qu'un ascenseur. Hein. Si Teddy était intelligent, il serait resté debout, il aurait finalisé. Aujourd'hui, on a un Pimblett qui, pour moi, est beaucoup plus fort en pied-point. Franchement, moi, quand je le vois à la patte d'ours, je le trouve solide. Je le trouve vraiment solide, le Pimblett. Et Levitt, il y a quand même un truc qui joue en sa défaveur, c'est physiquement, il me paraît pas capable d'aller scotcher un Pimblett sur le dos. Il me paraît pas capable de faire ce que Sorenbach a fait, ou même ce que l'adversaire, le dernier adversaire a fait à Pimblett là. Il l'a bloqué un peu. Alors oui, il sera beaucoup plus dangereux. Ça, je suis d'accord avec toi. Il sera plus offensif, etc. Mais je pense qu'on peut avoir un combat qui va rester debout et que Levitt va avoir beaucoup de mal à ramener le combat au sol. Il est nul debout, Levitt. Mais c'est vrai et que Pimblett, lui, va pas forcément chercher à aller au sol sur ce combat. Non, je suis d'accord avec toi parce que Pimblett, on le voit hors combat, il est grassouillé et tout, mais lorsqu'il arrive en fight week et même lorsqu'il est dans la cage, il est découpé et il m'a l'air d'être vraiment physique, il est propre. Tu vois. Il est athlétique de ouf, c'est un gros 70. Après, le souci pour Pimblett, c'est plus l'après qui m'intéresse, même si là, je sais que c'est pas une simple formalité, que le combat, il peut vraiment refroidir tout le monde, mais je vois quand même Pimblett s'imposer à la décision. Mais moi, la question que je me pose, quand je vois le niveau des 70 kilos, c'est qui, par exemple, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de voir Pimblett face à Nasrat, tiens. Tu vois, ça, je pense qu'ils feront. Déjà, juste la dernière fois, il y a eu le call-out de Topuria, hein, c'était à l'UFC London. Non, Topuria, laisse tomber, il est au-dessus. Non, mais tu vois, et en fait, juste après, quand Pimblett. Non, mais je suis pas d'accord. Et Topuria, c'est à 66 en plus. Ouais, mais quand même. Il montre des plus belles choses, ouais. Juste après, quand il prend le combat, quand il prend le micro là, de l'interview d'après-combat, tu sais, il esquive, il le critique, mais il lui dit pas en gros, je suis chaud, on s'affronte. Donc je pense que même l'UFC, ils vont prendre le temps de le faire monter, de lui mettre des match-ups, on va dire. Mais Paddy, il est intelligent, Paddy.
Ouais. Mais méfiance quand même, hein, parce que tu vois, Sean O'Malley, je le voyais un peu comme Paddy Pimblett, un mec Exactement, qui ouais. prend son temps, etc., etc. Et là, ouais, il est parti en couille. Il affronte Petr Yan après Mais la c'est marrant, en prestation plus, qu'il a fait. on en parlait ouais, juste avant, mais moi, je m'y attendais pas du tout, tu vois. Ouais, Et là, incroyable. et là, ça me paraît quand même assez culotté de sa part parce que je vois vraiment pas passer Petr Yan. Et après, il y a une autre issue que j'aimerais pour Paddy Pimblett et je pense que ça serait bien pour le MMA français parce que pour le coup, ça mettrait un gros coup de projecteur sur le MMA français. C'est dans le cas d'une victoire de Pimblett et dans le cas d'une victoire de Benoît Saint-Denis de voir tous les deux s'affronter. Je kifferais voir ce combat. Non, allez, c'est Paris, tu parles ou même Non, 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 Ah, ok, ok. peu importe, à l'UFC, après l'UFC Paris, c'est-à-dire qu'en cas de victoire de Pimblett et en cas de victoire de BSD, là, pour son prochain combat à Paris, Ouais. les voir s'affronter tous les deux, ça serait un putain de combat. C'est C'est Dana, vrai, si t'écoutes, ça peut se Dana, si faire, tu hein. regardes cette vidéo, Ça peut se faire hein, à Abu Dhabi. Ouais, En plus, on, souvent, je te on, jure, avait, ouais, on avait anticipé le combat de Darius contre Gamrot, Gamrot. hein. Tu Et vois, je comme te quoi. jure qu'à plusieurs reprises, lorsqu'on parle de potentiel affrontement, bah ça se fait. Donc, je pense qu'on tu toute ta devrait, boîte de matchmaking. je pense qu'on devrait faire Exactement. ça, ouais. Je pense Voilà, qu'on je devrait pense, faire même ça. je pense même que pour le Ares, il faudrait qu'on nous paye et on ferait des, Ah, moi, je pense des que, soumissions. il y aura des putains de dramas. Si ils nous laissent s'occuper de la carte d'arrêt, il y aura des dramas, des affrontements, vous avez peur. Ouais, ouais. Mais ça viendrait sonner chez nous carrément des fois. Passons, messieurs, au main event. Curtis Ah Blade ouais, versus Thomas Spinal. clairement, Sam, clairement, clairement. tu le sais que Thomas Spinal, ça fait des années que je t'en parle. Il me hype vraiment ce combattant. Bah, Encore plus largement. le match-up. Je vous laisse la parole, les gars. Bah écoute, c'est moi, ton- c'est deux combattants que je voulais voir contre Cyril Gane. Les deux, voilà, c'est en fait ce que j'aurais vu Cyril Gane Aspinal ou Cyril Gane contre Blade, c'est des combats qui m'auraient vraiment, vraiment plu. Tu Ouais. m'aurais mis Aspinal face à Tuivasa, j'aurais dit ouais, ok. Tu m'aurais dit Blades face à Tuivasa, j'aurais dit ok. Et donc, au final, là, on a Blades contre Aspinal. Et moi, du point de vue sportif, c'est ça qui m'intéresse. Et Ouais. c'est en ça que je dis le combat, il me hype mais 1000 fois plus. Le main event de Londres me hype 1000 fois plus que le main event de Cyril Gane à Paris. Alors que Cyril Gane est français. Et je trouve que c'est dommage pour une première en France que l'UFC n'ait pas, c'est fait n'ait pas exprès. été au bout du. C'est fait exprès, Mickaël. Pourquoi? Exprès. Pour faire prendre Pour moins de qu'il brille. risques. Bah, déjà, tu vas ça, Ah, je pense, mais faut pas le tu sais, déjà, je pense que tu vas voilà, ça, faut pas c'est le ça. sous-estimer. Bah, exactement. Attention à la et- douche froide. Hein. C'est ça, et tu vas ça, faut pas le sous-estimer. Et le public, en plus, va bien aimer le public français. Hein, tu vas ça, tu vois, c'est un cogneur. Et en plus, c'est l'adversaire pour faire briller Cyril Gane dans le premier UFC d'histoire en France. Donc, si tu, c'est vois, moi, aussi, pour aussi faire, la douche froide si tu perds contre un Spinal devant ton public, tu vois. bah, à la rigueur, à Spinal, mais contre Blade, je pense que Cyril Gane l'aurait, avec son Ouais. jeu de jambes, il aurait pu vraiment le faire dérouter. Et en plus, on aurait pu voir que du coup, bah, ça répondait à une question que tout le monde se pose. Est-ce qu'il sera gagné face à un bon lutteur? Un gros lutteur, ouais. En tout Ça cas, pour coche la revenir, case. pour revenir au combat qui va se faire, donc c'est Aspinal face à Blade. Moi, je ne vais pas faire durer le suspense. Je vois vraiment Aspinal au-dessus de Blade. Aspinal, en plus, j'ai envie de le voir gagner dans le sens où c'est pour moi l'un des seuls poids lourds qui aujourd'hui fait du MMA. C'est la version de Miocic en plus jeune et qui arrive, 2.0. qui est et qui est encore plus talentueux, qui va plus rapidement, qui est plus rapide que Miocic, qui a encore peut-être un travail à faire sur son physique. On voit que c'est pas le plus athlétique de la KT, mais c'est quand même de mieux en mieux. Il est extrêmement rapide, il est extrêmement agressif au sol. Il s'affûte hein, de son Ouais, temps ouais, sorti, de combat en combat, ouais, ouais. Il est rapide en boxe, c'est un délire. Au sol, il est ultra opportuniste. En lutte, il est pas mal. Quand je vois comment il a nettoyé Volkov, même si on me dit aujourd'hui que Volkov est fini, oui, mais quand tu vois, il y a 2-3 combats, la difficulté pour certains de le battre et la facilité avec laquelle il s'en est débarrassé, ça veut quand même dire quelque chose. Donc, pour moi, ça sera un premier gros test pour Aspinal, en plus en synchrone toujours. Peut-être qu'on va avoir le combat un peu plus duré, mais je vois Aspinal s'imposer au 3e round par KO TKO. Ok, donc pronostic validé. Sam. Ouais, non, tiens, je vais même changer, je vais dire par soumission. Je pense que Blades, il va tellement avoir peur, en avoir marre des coups et être épuisé qu'il va jeter et que genre il va donner une soumission. Sam, t'es d'accord avec ça? Ouais, je suis d'accord avec lui. Je vois Aspinal aussi. Trop rapide, surtout sur les points, sur l'anglaise. Hein. Il a commencé par l'anglaise, Aspinal. Trop rapide sur les points.
Et comme tu disais, gros jiu-jitsu. Après, là, on va vraiment voir sa lutte défense. Bon, il a 100% de défense de takedown à l'UFC, hein, dans les stats. Mais après, il n'a pas affronté le meilleur lutteur de la KT, c'est Blaze. Donc, ce que je disais hein, hier, on en parlait, je disais que le problème va être, est-ce que Blaze va réussir à l'amener au sol au début du combat? Pour moi, si dès le début, on voit que Blaze, par exemple, il le dépasse physiquement et il arrive à l'arracher contre la cage, là, on sait que c'est vraiment la merde pour lui. Parce que Blaze, il a un timing sur la lutte. Il a un très bon timing sur la lutte. Il a un timing, mais je trouve que même s'il s'améliore, en tout cas sur le stand-up, Mika, ton micro, je crois qu'il grisaille, je crois. Hein, pas du tout, commence pas à mentir. Ok. Donc je disais, tu sais, il a une lecture de jeu assez facile, Curtis, dans le sens où, tu sais, il boxe en ligne, il fait un gauche-droite, il te feinte, gauche-droite, il te feinte, et lorsque tu veux échanger, c'est à ce moment-là qu'il rentre. Déjà, on sait qu'il a un très bon footwork, Thomas Spinal, donc est-ce qu'il arrivera déjà à le cadrer, à le garder dans l'axe? Je ne sais pas, mais pourtant, je pense que Curtis va réussir à l'amener au sol, parce que, tu sais, il a des blagues vraiment puissantes, il l'arrache. Donc il va quand même réussir à l'amener. Je pense qu'il va, en tout cas, si le combat est dur, il va l'emmener. Peut-être pas dans le premier round, mais je pense qu'il va réussir à l'emmener. Et en fait, c'est de là où j'aimerais voir en fait le sol de. Parce que moi, je suis persuadé que le sol d'Aspinall, il est plus efficace que Curtis Blade. Curtis Blade, c'est plus quelqu'un qui prend les positions, qui frappe, qui accepte de rester dans la garde fermée, même si genre la garde est ouverte, j'ai l'impression qu'il bloque sur la position et il veut juste user, tu vois. Curtis Blade, il fait beaucoup de grappling en ce moment et avec des grosses têtes. Je crois, si je ne dis pas de bêtises, à l'avoir vu à la B-Team chez Craig Jones, c'est près de Houston. Et donc je crois que c'est le coin de Blaze. Hein. Il me semble que je l'ai vu là-bas se parer. Oui, si, c'est là-bas que je l'ai vu avec Nicky Rod, tout. Donc il fait beaucoup de grappes. Il avait déjà un sol, hein. Il a des grosses positions. Il a un sol. Il a un sol de lutteur. Des gros coudes. Il te met un coude, c'est fini. Mais le volume, pour moi, le truc, c'est vraiment le volume et la vitesse. Plus de 7 coups en moyenne donnés par minute. C'est le plus gros volume, je pense, des poids lourds. Il est au-dessus de Max Holloway. Au niveau du volume, ça ne veut rien dire, bien sûr, parce qu'ils n'ont pas eu les mêmes adversaires et compagnie, et puis ils n'ont pas la même carrière. Ça, c'est des stats à partir de 5 combats, on fait tes stats. On sait qu'il avait tapé enchaînement sur Arlovski, donc ça a monté les stats. Mais en gros, il a un gros volume et il va très vite. Pour moi, il va le finir debout avec les points. Je pense que peut-être qu'il tombera pas, mais l'arbitre, il va pas tomber, Blaze, mais l'arbitre va venir. Ça m'étonne. C'est vrai qu'à la rigueur, si je vois Thomas Spinal, en gros, mettre TKO Blade, c'est vraiment par rapport à son anglais et à sa rapidité, mais malgré les gros coups, il a, comme tu disais, Mika, il a jamais, on va dire, abandonné Blade. Hein. C'est l'arbitre qui l'avait arrêté lorsqu'il affronte Ngannou, je crois, en 2016-2015 pour son premier combat. Il a l'œil gonflé, donc l'arbitre il arrête. La dernière fois, pareil, lorsqu'il s'affronte en Chine, c'est l'arbitre qui arrête le combat, mais genre, tu le vois qu'il abandonne pas, tu vois. Il abandonne pas et. En fait, il abandonne pas et c'est pour ça que je dis qu'il se jettera parce que c'est vrai que je vois pas Aspinall avoir le knockout power de Derrick Lewis. Mais je vois bien Blade en avoir marre, commencer à les amener au sol, à faire n'importe quoi, donner sa tête ou autre. Et de la même manière que si Blade amène le combat au sol contre Aspinall, je pense qu'Aspinall, il fait partie vraiment de la nouvelle génération des combattants qui vont pas essayer de bloquer le combat et d'attendre de voir ce qui se passe ou de se dire bon vas-y j'ai perdu le round. Je pense qu'en fait lui il a très bien compris que la meilleure manière de se relever c'est d'être hyper agressif et qui va attaquer dans tous les sens, qui va se relever pas assez facilement mais qui va se relever et que ça va être compliqué pour Blade de tenir le rythme. Donc peut-être que dans le premier round Blade voire deuxième round il va être chiant. Mais petit à petit, ça, j'y crois pas du tout sur 5 rounds. Moi, je le vois bien aller chercher un renversement. Et puis même, je dis que je disais tout à l'heure que j'étais sûr qu'il allait se faire emmener, mais il m'a l'air d'avoir un bon sprawl à Spinal. Hein. Tu sais, il a vraiment ce réflexe-là de tout sortir les hanches, même face à Spivak. Lorsque Spivak va le lutter. C'est pas Blade. Non, je sais, mais en gros, même juste dans l'intention, parce que j'allais même te prendre aussi l'exemple d'un Français qui l'avait affronté, pas Sofiane Boukishou. Il y avait un Français qui l'avait affronté au Cage Warriors, un sudiste, il avait tenté une emmener au sol et tu vois directement en fait le premier réflexe qu'il a, c'est de tenir à distance et de reculer les hanches. En tout cas, tu vois qu'il a des bonnes aptitudes à défendre la lutte, tu vois. Donc c'est pour ça que je me dis à voir si c'est emmené au sol. En tout cas, ouais, je pense que du côté de Blade, on sait ce que c'est que le game plan, on sait qu'il va vouloir amener le combat au sol, peut-être le connecter debout avant, de vouloir l'emmener au sol, mais par contre, Aspinall, c'est un petit peu l'inconnu. Lui-même, il dit qu'il n'a pas montré tout ce qu'il savait faire.
Ouais, parce qu'en plus, il est surprenant, tu sais, on ne sait Et pas les d'où ça vient, mais Il est chez lui aussi, hein. Il est galvanisé chez chez lui. lui, là. Il est chez Il est lui, dans chez la lui. maison. Et surtout, je pense qu'il a très bien conscience que il est plus qu'à 1 ou 2 combats du titre. Hein. bien sûr. Là, le retour de Ngannou, ça se profile pas. Dana White, il y a quand même beaucoup de silence autour de ce que va devenir Ngannou à l'UFC. Donc pour l'instant, tout le monde n'en parle pas parce que tout le monde met ça sous le compte de la blessure. Mais en cas de victoire d'Aspinal et en cas de victoire de Cyril Gane, Ouais, ça affronte fin pour d'année, moi, je pense. clairement, c'est les méritants pour la ceinture au titre. Alors, Ouais. John Jones et Miocic, ils ont beau faire leur cinéma, mais là, ça commence à faire beaucoup de temps qu'on les voit plus dans la cage, les deux. C'est Hein. ça. C'est ça, Donc, messieurs. donc, tout ça, je pense que c'est dans la tête d'Aspinal. Hein. Ouais. Donc, on va finaliser sur les pronostics avant de conclure l'épisode. Attends, parce que moi, j'ai un le moment. croustille. Et pour mon croustille, je mets ma perruque. Ok, on fait le pronostic et après tu balances ton croustille. Vas-y, Sam, c'est bon. le moment préféré de Sam, les pronostics. Mouille-toi. Ah là là, en ce moment, je suis pas bon en plus en pronostic. C'est Aspinal, hein, TKO. Ouais, moi aussi, Aspinal. Soumission, Ok, moi, troisième. Vas-y, je vais être un petit peu fou. J'ai aussi soumission. J'irai aussi à Spinal parce que j'ai envie de le voir affronter Cyril. Et puis, voilà. Ah Donc, ouais, surtout qu'est-ce que t'es. Il a dit, attendez, moi aussi, je vais faire le fou. Vas-y, Aspinal, soumission. T'as pas Mais non, parce que tu fais c'est quand semblant. même. Non, mais c'est prendre un risque de dire soumission sur Curtis Blade quand Non, même. Hein. je te jure, je pense quand je vois la facilité avec laquelle il a détruit Volkov, je te dis que c'est là que les gens vont commencer vraiment à craindre Aspinal. Je pense que les gens n'ont pas conscience du monstre que c'est dans la catégorie. À la rigueur, s'il voit une soumission, c'est vraiment dans les profondeurs du grappling, c'est sur une clé de talon, tu sais, vraiment qu'ils sortent ça Peu importe. de nulle part, mais ça va être compliqué en tout cas de faire la chose. C'est pris une clé de talon en plus à Spinal, non? Yohan qui m'aura tué, ouais, si c'était Obama, je crois. Ah ouais. Donc, on a validé les pronostics, on se retrouvera pour le débrief. Attends, c'est mon croustille là. Non, je sais, j'ai juste finalisé l'épisode. On se retrouvera sur. Il y a un petit love, ça. Attends, attention. Tu vas avoir un problème de droit, ils vont couper la vidéo. En plus, Pelka, il est fâché, il s'est battu là avec la police municipale à Grande Motte. Sérieux? Mon croustille, un combat qui n'a pas encore apparu sur les cartes françaises, et pourtant c'est un combat 100% français qui va avoir lieu sous les yeux de Dana White au Ares numéro 8. Il concerne Teddy Violet face à Riles Oudela. Enfin, à prendre avec des pincettes, mais normalement ça se profile comme ça ce combat. Teddy Violet face à Riles Oudela. Et l'air de rien, c'est un combat qui peut vraiment refaire décoller Teddy, qui était au final qui n'a pas combattu depuis longtemps, qui est un combattant qui avait affronté Paddy Pimblett. Et on se souvient, Paddy Pimblett, quand il l'avait affronté, il faisait plus 12 kilos. Starba, il a loupé le poids de 12 kilos. Pas 2 kilos, pas. Il a loupé le poids de 12 kilos, genre quelque chose comme ça. Faudrait demander à Nicolas, c'est Nicolas Hoth qui avait accompagné Teddy. Et bref, et l'histoire de ouf, c'est qu'en plus, Pimblett, il faisait le fou, il dit ouais, t'as peur de m'affronter et tout, bah Teddy, tu le connais, il a dit bah c'est bon, je t'affronte. Après Teddy, il l'a knockout debout, mais derrière, il s'était fait soumettre. Et là, Teddy, il a juré que s'il gagnait, il disait à Dana White de lui donner Paddy Pimblett pour le péter sa gueule. En tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Hein. Mais c'est vrai qu'il avait été inactif depuis plus de 4 ans. Je te rappelle, lorsqu'il est revenu à la salle, je crois qu'il était à presque 100 kilos, je te jure. Ah, donc là, il a repris le chemin de l'entraînement et il revient très en forme. Ouais, il a arrêté de manger du hérisson, maintenant il mange de la salade. Et là, il est chaud, là. Là, il est chaud, le Teddy. Il n'y a pas notre chevalet, c'est un Teddy Violet. Et écoute, ce croussi, merci pour ce croussi, Mika. Et en plus, avec une anecdote, tu vois, sur Pimblett. En fait, Teddy, c'est lui qui avait le t-shirt du Real de Madrid à Saint-Denis pour casser la gueule au mec de Liverpool. Il cherchait pas du Pimblett. Il cherchait Pimblett partout. Donc, merci à vous, les gars. On se retrouve dimanche pour le récap. Si les gens ils savaient ce qu'on a dû faire pour faire cette vidéo, s'ils savaient par quoi on est passé,
Oh, je te jure. Merci, C'est Boulox. terrible à cause de ça, mais Oh, ça moins 5G et Mika son Mika, il est posé. Je sais même pas. Mickaël, en fait. Ouais, il ment de ouf. Eh, Mika, il est C'est un posé. menteur. C'est un Ah non, menteur. non, je rigole. Je te C'est vrai jure. que c'est ma faute. Non, Bah parce oui, qu'en fait, là, je vais donner raison à Mika si je t'accuse Sam. Allez, Mika, comment t'es posé là, tu dois avoir une bière à côté, là, t'es au max. Même pas vodka comme d'hab. Pur. Non, regarde, en plus, tu vas être fier de moi pour une fois. Tu bois de la Contrex. Ah Enfin, ouais. c'est une imitation Contrex. Hein. C'est pas de la Eh, vraie. Mika, tu rentres dans sa voiture, je te jure, que des canettes de Red Bull. Ah, c'est ouf. Alcoolique anonyme. Mais je bois du Red Bull, tu me parles d'alcoolique. C'est toi qui affronte les alcooliques, c'est pas moi. Bon, allez, on va conclure cet épisode sur cette dernière Attends, vanne. AB, tu vas gagner Bonne ton soirée. combat. Tu vas gagner ton combat. Je sais pas Ouais, comment je vais le gagner, mais je vais pour finir au premier round, Mika. Ah, Si ça tu veux j'aime. savoir. Ça j'aime. Premier round, c'est annoncé. Le Je Marseillais, vais il vient, finir au premier le Marseillais, il vient pour faire moins de 5 minutes. C'est ce que tu viens de dire. Bah, j'y vais pour finir au premier round. Vas-y, c'est bon. C'est J'y vais noté. pour finir tous mes combats d'ailleurs. C'est que je Non, fais mais avec les t'as méchères. Ouais, pourquoi tu commences à remettre des pincettes? Non, tu dis, je vais finaliser premier round. C'est ça qu'on Ok, aime. je vais au combat pour finaliser le combat au premier round. Non, t'as pas dit ça. T'as dit, je vais le finaliser. Non, j'ai dit je vais AB, combat. Ok, Non. ok, j'ai dit ça. prochain combat, je vais le finaliser avant le troisième round. Allez, on Voilà. reste là-dessus alors. Let's go. Vas-y. Allez, vas-y. Vas-y les gars, dimanche. Ciao.